Ok. À l'été 2015, le Stade Rennais avait un problème. Pas une blessure, pas une défaite, rien de ça. Leur problème, c'était un gamin de 18 ans qui refusait de signer son contrat professionnel, qui séchait les stages en Allemagne, qui boudait en matchs amicaux et qui avait tout simplement décidé de ne plus se présenter à l'entraînement pour forcer son départ. Le club lui avait pourtant proposé un premier contrat, ce que la plupart des jeunes de son âge auraient en signé les yeux fermés. Mais lui, non. Lui, il voulait partir. Il pensait que Rennes ne lui faisait pas confiance. Et il le faisait savoir à sa façon, c'est-à-dire en disparaissant. Le problème pour lui, c'est que le club n'avait aucune intention de le laisser filer gratuitement. Alors, pendant des semaines, le bras de fer a duré. Et pendant ce temps-là, les recruteurs des plus grands clubs d'Europe attendaient dans les tribunes pour le voir jouer, sans jamais le voir jouer, parce qu'il n'était tout simplement pas là. Le Real Madrid s'intéressait à lui, Manchester United aussi, et Barcelone avait même envoyé ses observateurs. Tout ça pour un gamin que la moitié du monde du football ne connaissait même pas encore. À l'époque, Ousmane Dembélé était un joueur de réserve amélioré, quelqu'un qui avait certes impressionné en CFA 2 avec 13 buts en 17 matchs à 17 ans, mais qui n'avait jamais prouvé quoi que ce soit chez les professionnels. Certains au club commençaient même à se demander si toute cette histoire n'allait pas simplement finir en eau de boudin. Un talent gâché par son propre caractère avant même d'avoir commencé. Et puis, en octobre 2015, il a fini par signer. Pas parce qu'il avait changé d'avis sur le fond, mais parce qu'il avait compris qu'il allait devoir prouver sa valeur sur le terrain avant de pouvoir exiger quoi que ce soit. Ce qui s'est passé ensuite a rendu tout le monde silencieux. Car ce que la plupart des gens ignorent encore, c'est que Dembélé avait passé toute son enfance dans un quartier populaire d'Évreux, une ville de province normande que personne n'associe naturellement au football de haut niveau, à taper dans un ballon avec des gants de gardien trop grands pour ses mains parce que ses parents voulaient qu'il joue gardien, jusqu'à ce qu'un entraîneur du club local de la Madeleine remarque que le gamin driblait si bien des deux pieds qu'on ne savait même pas lequel était le dominant. Une chose tellement rare à cet âge que ça a immédiatement changé ses plans. Sa mère, Fatimata, avait alors décidé que si son fils avait ce talent, elle allait tout faire pour qu'il puisse l'exploiter. Et c'est elle qui a pris la décision de déménager toute la famille en Bretagne quand le Stade Rennais a recruté Ousmane à 13 ans, laissant derrière elle ses repères, ses amis, tout, pour s'installer dans une ville qu'elle ne connaissait pas, parce qu'elle avait vu quelque chose dans ce gamin que les autres ne voyaient pas encore. À Rennes, Ousmane a d'abord fait partie des invisibles. Son coéquipier colombien Juan Quintero, arrivé en cours de saison, racontait des années plus tard que quand il avait vu ce grand maigre entrer dans la salle de réunion pour la première fois, il s'était demandé qui c'était et que c'était un autre joueur brésilien qui lui avait glissé à l'oreille, en le regardant marcher. « Fais attention à ce type, c'est un crack ». Et l'entraîneur avait rajouté quelque chose du genre « Vous ne savez pas encore qui il est ». Quintero disait qu'il avait souri poliment sans vraiment y croire. 2 semaines plus tard, il n'avait plus besoin qu'on lui explique. Parce que, une fois que Dembélé avait signé son contrat pro en octobre 2015, il avait fait ses débuts en Ligue 1 contre Angers. Il avait marqué son premier but professionnel contre Bordeaux 2 semaines plus tard. Et après ça, l'équipe avait tout simplement construit son jeu autour de lui. En janvier 2016, les buts s'enchaînaient. En février, il remportait le trophée UNFP du joueur du mois. Et le 6 mars 2016, allait un jour où des recruteurs du FC Barcelone se trouvaient précisément dans les tribunes du Royan Park pour le superviser lors d'un derby contre Nantes, Dembélé avait réalisé le premier triplé de sa carrière professionnelle lors d'une victoire 4-1. On peut facilement imaginer la tête des observateurs barcelonais ce soir-là. Il avait 18 ans et venait de jouer ses tout premiers mois de football professionnel. À la fin de la saison, il avait compilé 12 buts et 5 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1, remporté le trophée UNFP du meilleur espoir. Et le Borussia Dortmund avait dégainé 15 millions d'euros pour le signer en mai 2016, battant notamment le Real Madrid et Manchester United qui voulaient eux aussi le recruter, mais qui n'avaient visiblement pas l'intention de lui offrir une place de titulaire aussi rapidement. Dortmund, eux, s'ils lui avaient promis quelque chose de différent. La liberté de jouer. Et il avait joué. Dieu qu'il avait joué. Dès ses premières semaines en Bundesliga, l'équipe avait compris qu'il venait de signer quelque chose d'anormal. Sa vitesse pure, ses dribbles dans les espaces, sa capacité à éliminer les défenseurs des deux pieds sans qu'ils puissent anticiper de quel côté il allait partir,
Tout ça ensemble formait un profil que la Bundesliga n'avait pas vu depuis longtemps. En une seule saison à Dortmund, il avait compilé 21 passes décisives en championnat, un record pour un joueur de son âge dans l'histoire de la Bundesliga, dépassant des chiffres que des joueurs comme Lewandowski ou Kagawa n'avaient jamais atteints à ce poste. Il avait aussi marqué en finale de la Coupe d'Allemagne contre l'Eintracht Francfurt, participant directement au titre 2-1 et avait été élu meilleur jeune joueur de la saison en Bundesliga. En une seule saison, il était passé de joueur inconnu à l'un des profils les plus recherchés d'Europe. Et c'est là que tout s'est compliqué, parce que Dembélé était tellement convaincu d'être prêt pour le plus grand club du monde qu'il avait décidé de ne plus venir à l'entraînement en août 2017 pour forcer son transfert vers Barcelone. Exactement le même genre de bras de fer qu'à Rennes 2 ans plus tôt. Mais cette fois à une toute autre échelle. Dortmund l'avait suspendu, la presse allemande l'avait massacré. Ses coéquipiers, qui l'adoraient, étaient déçus. Et pendant quelques jours, si tout le monde se demandait si un joueur de 20 ans venait vraiment de griller ses relations avec l'un des clubs les plus respectés d'Europe pour forcer un transfert. La réponse était oui. 2 semaines de conflits ouverts, de communiqués officiels, d'images de Dembélé s'entraînant seul dans son jardin pendant que ses coéquipiers étaient sur le terrain, et finalement, Barcelone avait cédé. Le prix ? 105 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient des bonus qui pouvaient monter jusqu'à 145 millions au total, ce qui faisait de lui le 2e transfert le plus cher de l'histoire du football à l'époque, juste derrière le départ de Neymar pour le PSG pour 222 millions, le joueur précisément qu'il était censé remplacer en Catalogne. Pas de pression. Évidemment, la transition n'a pas été exactement celle que tout le monde espérait. 2 mois après son arrivée à Barcelone, il s'est blessé aux ischio-jambiers et a raté 4 mois de compétition. Puis, il s'est reblessé à l'aine. Puis, aux ischio-jambiers de l'autre côté. Puis, au genou. Les blessures musculaires, ligamentaires, en tout genre, sont devenues le grand roman de sa carrière barcelonaise. Au point où certains journaux catalans comptabilisaient le nombre de semaines consécutives sans blessure comme s'il s'agissait d'un record à part entière. Et où certains supporters avaient fini par mettre en cause son hygiène de vie, ses horaires décalés, son rapport au sommeil, son alimentation, n'importe quoi pour expliquer pourquoi ce garçon capable de performances de génie lors de ses matchs retombait aussi régulièrement dans l'infirmerie. Le quotidien Sport avait même publié en 2019 une liste de toutes ses blessures depuis son arrivée, qui remplissait presque une page entière. Une saison complète de 34 matchs ou plus, Dembélé ne l'a quasiment jamais joué à Barcelone. Et pourtant, même avec ce nombre limité d'apparitions saison après saison, il était souvent l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe quand il était sur le terrain, ce qui rendait le tout encore plus frustrant pour les supporters. Et pourtant, quand il jouait, il était proprement impossible à arrêter. Lors de la saison 2021 à 22, il a terminé meilleur passeur de la Liga avec 13 passes décisives. Un record pour un ailier cette saison-là. Et même au milieu des tensions avec le club, alors que son contrat expirait et que Barcelone faisait pression publiquement pour qu'il prolonge ou parte en janvier pour ne pas partir libre en juin, lui continuait de jouer, de dribbler, de faire des différences. Les supporters qu'il avait sifflés quelques mois plus tôt l'applaudissaient debout. Il avait quand même remporté 3 fois la Liga, 2 fois la Copa del Rey pendant ses années barcelonaises. Des trophées que beaucoup de joueurs bien moins controversés que lui n'ont jamais approchés. Mais le moment qui avait résumé toute la complexité de sa carrière jusque-là, c'était la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La France contre l'Argentine, 3-3 après prolongation. Et dans ces prolongations, Dembélé, sur une de ses accélérations typiques dans la surface, avait été pris dans la jambe par Ángel Di María et l'arbitre avait sifflé pénalty pour l'Argentine. Un pénalty que Mbappé avait lui-même validé en rentrant dans le camp adverse par ses propres actions, mais que Di María avait provoqué avec l'expérience d'un joueur de 34 ans face à la fougue d'un Dembélé de 25. La France avait perdu au tir au but, et dans les jours qui avaient suivi, plusieurs journaux avaient écrit que la finale s'était jouée précisément sur cette action. Dembélé rentrait chez lui finaliste du monde et champion du monde en titre depuis 2018. Le pays tout entier lui reprochait un penalty et une finale perdue. C'est dans ce contexte qu'il avait rejoint le PSG à l'été 2023 pour 50,4 millions d'euros, le montant exact de sa clause libératoire après une dernière saison à Barcelone, héritant du numéro 10 abandonné par Neymar, quelques semaines plus tôt après le départ de ce dernier, vers Al Hilal. Sur le papier, c'était une décision logique.
Retour en France, un projet ambitieux, un numéro mythique et une vitrine pour enfin montrer à l'Europe entière ce qu'il valait vraiment sur une saison complète. En pratique, sa première saison au PSG a été correcte sans être extraordinaire. Il a contribué au titre en Ligue 1 et à la Coupe de France. Il a même marqué un but décisif contre son ancien club, Barcelone, en quart de finale de Ligue des Champions. Mais il n'était pas encore ce joueur capable de faire basculer tous les grands rendez-vous à lui seul. Les doutes persistaient. Les journaux espagnols, encore un peu vexés de le voir réussir ailleurs, écrivaient qu'il manquait toujours d'efficacité, qu'il ne serait jamais un vrai numéro 9, qu'il était condamné à rester un joueur de côté brillant mais inconstant. Et puis, Luis Enrique a eu une idée. En début de saison 2024 à 25, l'entraîneur espagnol a décidé de repositionner Dembélé dans l'axe de l'attaque en faux numéro 9, dans le rôle du joueur qui fait le lien entre le milieu et la finition, qui presse, qui crée, qui conclut, un rôle que personne, absolument personne dans le football professionnel ne lui avait jamais confié de cette manière. Et les premiers mois ont été difficiles parce que s'adapter à une nouvelle position dans un système aussi exigeant que celui de Luis Enrique demande du temps et parce que les attentes étaient énormes après le départ de Mbappé vers le Real Madrid. Le PSG avait perdu son joueur le plus médiatisé, et tout le monde attendait de voir qui allait combler ce vide. Beaucoup pensaient que ça ne serait pas Dembélé. Ils avaient tort. À partir de janvier 2025, il était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. En Ligue 1, Dembélé a terminé meilleur buteur du championnat avec 21 buts en 29 apparitions, remportant au passage le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison, 9 ans exactement après avoir été sacré meilleur espoir dans ce même championnat lors de sa saison à Rennes. En Ligue des Champions, il a été impliqué sur 14 buts en 15 matchs, avec 8 buts et 6 passes décisives. Et dans les matchs qui comptaient vraiment, il était là. Double buteur contre Manchester City lors d'une remontada qui avait fait le tour du monde. Deux passeurs décisifs en finale contre le Bayern Munich lors d'un succès 5-0 qui avait stupéfait l'Europe entière. Élu meilleur joueur de la compétition par l'UEFA au lendemain de la finale, récompense que les observateurs techniques du comité de l'UEFA avaient justifié en expliquant qu'il avait pris le rôle de leader du PSG match après match, que son pressing incessant résumait à lui seul la mentalité prônée par le club et que ses mouvements créaient des doutes permanents dans chaque défense adverse. Pendant ce temps, Marco van Basten comparait sa façon de jouer la finale à la manière dont jouait Johan Cruyff. Ce n'était pas rien. Toute compétition confondue sur la saison entière, Dembélé avait été décisif 46 fois en 49 matchs officiels. 35 buts et 13 passes décisives selon les chiffres finaux du PSG, si faisant de lui le joueur le plus décisif parmi les 5 grands championnats européens sur l'ensemble de la saison calendaire 2025, devançant Rafinha du Barça de 2 longueurs et Mbappé lui-même de 3. Le PSG avait réalisé un quintuplé historique, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions et Super Coupe d'Europe. Et Dembélé était au cœur de chacune de ces victoires. Quand Dembélé lui-même avait déclaré après la finale « Je voulais marquer beaucoup de buts, être décisif, et je l'ai fait. Ce n'était pas de la vantardise, c'était juste l'état des faits. » Le 22 septembre 2025, au Théâtre du Châtelet à Paris, entouré de sa famille et de tout le PSG, Ousmane Dembélé était devenu le 6e joueur français de l'histoire à remporter le Ballon d'Or après Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Si la salle avait explosé, et quelque part dans un coin du Théâtre du Châtelet, on pouvait imaginer les journalistes espagnols qui l'avaient enterré des dizaines de fois en silence. Alors bien sûr, comme d'habitude avec Dembélé, ça ne s'est pas arrêté là, parce que rien avec lui n'est au jamais simple ni linéaire. En début de saison 2025 à 26, il s'est blessé à 2 reprises, à la cuisse gauche d'abord, puis à la cuisse droite, comme si ses démons physiques refusèrent de disparaître complètement, même après la meilleure saison de sa carrière. Les journaux ont de nouveau sorti leurs plumes. Même discours, même musique, Dembélé blessé, Dembélé absent, Dembélé inconstant. Sauf qu'à son retour, en janvier 2026, il a inscrit un doublé contre l'Olympique de Marseille dans un classique décisif. Il et Kvaratskhelia l'a serré dans ses bras à la fin en lui disant « Tu es le meilleur ». En championnat depuis son retour, il tournait à un but ou une passe décisive toutes les 57 minutes de jeu. Et les mêmes journaux qui avaient annoncé son déclin tournaient maintenant leurs caméras vers les tribunes
pour filmer les supporters du PSG en train de chanter « Et Ousmane, Ballon d'Or ». Depuis lors, Dembélé a enfin commencé à devenir l'image qu'on avait toujours voulu coller à Mbappé pour expliquer le succès collectif du PSG, le joueur qui presse, qui crée, qui marque, qui lève les autres, qui court plus que n'importe qui d'autre sur le terrain, et dont les coéquipiers disent que sans lui, tout le système de Luis Enrique s'effondrerait tout simplement. À 28 ans, il s'est retrouvé nommé meilleur joueur de l'UEFA Champions League, FIFA The Best, des Globe Soccer Awards et Ballon d'Or dans la même année civile, un triplé de distinctions individuelles que très peu de joueurs de l'histoire du football ont réussi à rassembler sur 12 mois. Et le PSG, qui se prépare déjà à lui proposer une prolongation bien au-delà de 2028, se retrouve dans la situation paradoxale d'un club qui avait payé 50 millions pour un joueur difficile à gérer et qui réalise aujourd'hui que même 200 millions ne suffiraient pas à en trouver un autre dans le monde du football actuel.